voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bonjour André. Bonjour. Nous nous retrouvons donc, Jean-Louis et moi, pour cette troisième séquence de voyage extraordinaire dans les sciences avec André l'Espagnol, historien qui nous a évoqué le long chemin qu'il a amené au cœur de la recherche. Oui, je crois que ce chemin est long d'une certaine manière pour tous. Oui, tout à fait. Cheminement. Oui, Nous sommes à Rennes, vous êtes arrivé à Rennes. Comme assistant en 1970. Donc comme enseignant. Enseignant-chercheur, oui. Et donc, bien sûr, dans des conditions plus favorables pour faire de la recherche qui est même une obligation de service, c'est une obligation de carrière. Un assistant est là à titre provisoire si on veut effectivement rester dans l'enseignement supérieur et y développer son activité. Donc, tout à fait logiquement, c'est ce que je vais faire, en rappelant quand même que le métier d'enseignant-chercheur, il est polyvalent. C'est l'enseignement. Et je peux vous dire qu'à Rennes 2, dans les années 70, ce n'est pas une fonction secondaire. C'est quelque chose de très important, avec des effectifs étudiants en croissance, avec des innovations pédagogiques à mettre en œuvre après 68, oui. Avec la possibilité d'innover dans les formations. J'ai été notamment un des responsables de la mise en place d'une formation qui n'était pas d'histoire directement, mais d'administration économique et sociale, avec des publics différents, mais où il y avait de l'histoire économique. Et donc, c'est une fonction majeure, avec des centaines d'étudiants à traiter, si je puis dire. Non seulement enseigner, mais il faut corriger les copies, passer des oraux. C'est du travail. Avec aussi des responsabilités assez tôt, je dirais, et syndicales et administratives. J'ai été vice-président de Michel Denis en 1980. Donc, une activité diversifiée, mais évidemment la recherche comme une des dimensions essentielles, statutaire, normale, et puis parce que si j'étais venu à l'université, c'était pour en faire aussi. Donc, non seulement rien d'étonnant, mais quoi de plus normal, et puis même à certains moments, quoi de plus agréable que d'en faire. Je dirais même de temps en temps, quand l'historien va aux archives, alors qu'il sort d'une université où il y a eu beaucoup de travail, où il y a eu beaucoup d'agitation, de débats, de conflits, l'historien qui descend dans ses archives, dans des documents du XVIIIe siècle, c'est la tour d'ivoire. C'est presque le paradis. C'est une forme d'évasion, tout en étant un travail, bien évidemment, lorsque vous le mettez en œuvre de manière systématique. Précisément, la recherche. Parlons un petit peu de recherche. Oui. La recherche, ça sous-entend des méthodes. Oui, alors ça sous-entend d'abord une problématique. Oui. Alors, évidemment, en arrivant comme assistant, comme tous mes collègues dans toute discipline, vous allez faire de la recherche d'abord, vous êtes apprenti-chercheur quand même, avec un patron, un directeur de recherche. Alors j'ai repris Jean Delumeau, bien qu'il fût parti à Paris, à la Sorbonne, puis au Collège de France, parce que c'était lui qui m'avait lancé sur la piste que je vais creuser, et logiquement, et que mes rapports avec lui étaient tout à fait bons, et le demeurent d'ailleurs, puisqu'il est toujours parmi nous, rennais d'ailleurs. Et donc, un patron avec qui vous allez discuter d'un sujet, ce qui met un certain temps à se mettre en place. Je dirais que mon sujet ne s'est pas, défini totalement dès le début. J'ai commencé à travailler dans une perspective, d'ailleurs, qui était plus, je dirais, d'histoire quantitative. À l'époque, c'était une histoire assez forte sur l'évolution, je dirais, des trajectoires des trafics malouins. Donc j'ai recentré toujours sur le pôle malouin parce qu'y compris il y avait la base documentaire à Rennes et que c'était un sujet important à traiter. Mais ça va évoluer progressivement au cours des années parce que la thèse d'État à l'époque en sciences sociales, on met un certain temps à la faire quand on est en plus enseignant, voire gestionnaire de filière, etc. Et donc ça va évoluer dans des directions un peu renouvelées. Plus à mon initiative qu'à celle de mon directeur de thèse, mais qui va me suivre d'ailleurs. Et notamment, plus on va avancer, plus j'irai vers une approche plus qualitative et plus centrée sur les acteurs de la vie économique. En fait, mon vrai sujet, là, ça va être le milieu négociant, c'est-à-dire un type d'acteur économique dominant à cette période. De même qu'on peut dire le banquier, l'industriel au 19e. Là, c'est le négociant qui est le personnage central de l'analyse. Et donc, c'est sur ce milieu négociant, sur l'époque Louis XIV, disait 1680, 1720 essentiellement, que je vais centrer mon analyse, en analysant de près toutes les composantes qui sont à la fois, et je dirais, je vais analyser la pratique économique, les modes d'organisation de la maison, de l'entreprise négociante, mais aussi toutes les bases sociales, les dimensions sociales de cette réalité. Quel rapport à la famille, par exemple, pour l'entreprise, les origines, comment se constitue un milieu, comment il évolue, et puis, bien sûr, comment fonctionne
cette élite économique, c'est une élite économique parmi d'autres, mais une élite importante, et qui, dans le cas de Saint-Malo, va avoir une dimension, je dirais, nationale et internationale. Comment cette élite fonctionne, y compris dans ses relations sociales avec d'autres groupes, par exemple la noblesse en Bretagne, dans sa trajectoire historique, comment ces négociants de l'époque Louis XIV vont évoluer, s'intégrer eux aussi peu à peu d'ailleurs à la société aristocratique de leur temps. Donc c'est vers cela que je vais évoluer, en phase d'ailleurs avec des tendances de l'historiographie. L'historien, comme les autres scientifiques, ne fonctionne pas tout seul dans leur coin. Voilà, on verra comment, mais vous êtes dans un monde intellectuel où il y a des débats, des orientations nouvelles, des lieux d'échange aussi, des interprétations, bien sûr, des problématiques qui bougent. Des hypothèses différentes. Évidemment, des hypothèses et des centres d'intérêt. Et alors donc, on vous imagine, dans votre rôle de chercheur, toujours plongé dans des vieux papiers, dans des registres, ou est-ce qu'il y a d'autres, enfin ma question c'est, est-ce qu'il y a d'autres méthodes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a par exemple des rencontres, des interviews? Pour l'histoire telle que je l'ai pratiquée à cette époque-là, alors d'abord c'est toute une phase, mais c'est vrai pour tout le monde, je crois, une phase bibliographique. Oui. D'autres ont écrit avant vous, ou en même temps que vous. Donc il y a toute cette approche bibliographique qui n'était pas neutre ni nulle pour le cas des négociants malouins que j'étudiais. Il y avait déjà eu des gens qui avaient travaillé là-dessus, donc ça c'est le préalable. Il faut le faire dès le début évidemment, et puis accompagner cela. Mais ensuite évidemment, l'historien travaille, l'historien, je parle pas de l'archéologue, parce qu'il y a dans le métier d'historien large, il y a d'autres pratiques, mais là l'historien va travailler sur des documents qui sont des documents écrits. Des documents écrits, des sources documentaires qui sont stockées principalement dans des archives dépendant de la puissance publique. Les archives départementales, moi, mes sources principales ont été à Rennes, aux archives départementales, qui étaient à proximité, c'était un avantage. C'était à l'époque rue Jules Ferry, au 7e étage, dans un cadre tout à fait agréable. Ma foi, la tour d'Ivoire était agréable à tous égards. C'était une tour d'ailleurs, avec vue sur le paysage de Rennes. Mais évidemment, pas que Rennes. Enfin, certaines de mes sources, je suis allé les chercher ailleurs, les chercher à Nantes, dans les archives départementales, à Paris, aux archives nationales, bien évidemment, où il y avait toute une série d'autres sources. Et puis également, alors j'ai beaucoup travaillé à Brest. Alors à Brest de manière assez extraordinaire, puisqu'à l'époque, les archives de la marine, alors je rappelle que le commerce maritime, c'est du civil, mais il y a la marine de l'État qui est également impliquée, notamment parce qu'elle recrute des matelots, qu'elle protège les convois, etc. Et qu'elle garde des archives sur tout ce qui est l'armement maritime marchand. Et donc je suis allé travailler beaucoup dans les années 70 aux archives de Brest, mais les archives de la marine, qui étaient à l'époque stockées dans une des tours du château de Brest, où l'on entrait, je dirais, presque comme dans un moulin. C'est surprenant vu aujourd'hui. Et là, j'ai passé aussi beaucoup de temps avec des tempêtes autour de cette tour et de ce château. Ça fait partie de mes souvenirs d'historien. Mais on était effectivement dans ces registres. Alors, certains étaient des registres très, je dirais, très techniques. C'était vous enregistriez des tonnages, des nombres de matelots, etc. Puis, quand vous étiez, par exemple, et dans des journaux des rapports de capitaine, où là, vous étiez dans la vie réelle des gens, dans des journaux de voyage encore plus détaillés, des correspondances, peu de presse à l'époque, il y a une presse à Paris, mais pas beaucoup, dans des correspondances entre les commissaires de marine et le ministre, qui vous révélaient beaucoup d'autres choses, et puis dans des procédures judiciaires de multiples conflits. Dans les sources de l'amirauté qui étaient à Rennes, là, cette fois-ci, vous avez toutes sortes de conflits entre un armateur et ses matelots, des conflits entre associés, pour la répartition, par exemple, du partage des prises de corsaires, toute une série de documents, toute une vie qui apparaît dans les documents, y compris la vie des petites gens. Je travaillais principalement sur les négociants, mais j'avais aussi évidemment à suivre ce qui se passait au niveau de ceux qui étaient la condition de possibilité de leurs activités, les matelots, les officiers, tout ce monde maritime qui m'intéressait beaucoup. On a l'impression à travers ces propos là que ça représente des quantités absolument gigantesques d'informations. Oui, absolument. Comment remettre après? Alors justement, je crois que moi, alors d'une part, c'était stocké sur des fiches, c'était avoir de la méthode pour enregistrer. D'abord, qu'est-ce que vous cherchez? Dans quelles données vous cherchez, bien sûr. Donc, bien sûr, pour les historiens comme pour tout le monde, c'est pas les archives qui parlent toutes seules. Vous avez une grille de questions. Il faut que vous fassiez, même si vous faites des fiches, des grilles pour noter qu'est-ce qui est intéressant à noter, pour faire des séries de données.
que ce soit en histoire économique, alors on parlait des trafics, mais ça peut être de l'histoire sociale. Quand j'ai dépouillé la série du contrôle des actes de l'enregistrement, enfin ancêtre de l'enregistrement, pour savoir par exemple quel était le montant des dots des filles de ces marchands et négociants que j'étudiais, vous dépouillez une source massive, mais vous allez prendre 2 ou 3 données, qui sont les mariés et quel est le niveau de la dot. Ça a un sens. Ça veut dire quel est le niveau de fortune des parents, etc., etc. Vous voyez. Donc, il y a toute une série de données variables comme ça, où ça peut être plus qualitatif quand vous êtes dans des correspondances, quand vous êtes dans des livres de comptes, où là, c'est encore autre chose. C'est une analyse plus comptable que vous faites des activités d'un armateur, par exemple. Vous cherchez dans un domaine bien précis. Est-ce que c'est possible de mettre un point final à une recherche ? Non. D'ailleurs, je n'ai pas mis de point final. Je continue à travailler un peu. Après bien des péripéties, depuis que je suis véritablement en retraite, ça dure pas très longtemps quand même, je continue à travailler ponctuellement sur tel ou tel point que j'ai pas eu le temps de creuser quand j'étais pris par d'autres choses avant. Je continue à travailler, entre autres, sur, je dirais, cette histoire passionnante du pôle économique malouin et de ses acteurs et de leurs relations, notamment aussi avec la Bretagne ou des acteurs alors au niveau plus large, au niveau international. Donc je continue à travailler ponctuellement sur tel ou tel sujet avec toujours autant de passion, même si bien évidemment le chantier là est plus limité. Et lorsque vous écrivez un livre, par exemple, le livre, il a un point final. À un moment donné, oui. Oui. À un moment donné, oui. C'est-à-dire... ça, c'est une question intéressante, Félix. Sous quelle forme, finalement, se traduisent ces recherches? Alors, je dirais... Félix vient de parler de livre. Oui. C'est pas seulement ça. La recherche... D'abord, elle se traduit pendant qu'on la fait, souvent. Alors, il y a toute une vie sociale du chercheur dans toutes les disciplines. Elle se traduit aussi à travers des communications que vous faites dans des séminaires, d'abord. J'ai commencé comme ça dans les années 70, y compris un séminaire d'histoire maritime à Paris. Et puis dans des colloques, petits colloques, parfois régionaux, mais colloques nationaux ou internationaux, où vous allez communiquer avec d'autres chercheurs, avec les pairs, qui travaillent dans des champs voisins du vôtre. Où d'ailleurs on va pouvoir juger ce que vous faites et vous allez pouvoir apprendre et voir ce que font les autres et en retirer des hypothèses, des faits bien sûr, mais des hypothèses, des idées, des confrontations, etc. Donc ça c'est la première forme. Elle est d'abord orale, même si après ces communications généralement se traduisent en textes publiés dans des actes de colloque lus par des spécialistes. Deuxième forme, bien évidemment, les travaux ils vont déboucher sur des livres dans notre discipline en sciences sociales. Alors, en sciences sociales, en livre, d'abord, à travers la recherche qui était commandée, celle d'élaborer une thèse. Alors, la thèse, c'est un manuscrit, au départ, qui est soutenu, qui est un exercice, qui en sciences sociales est un exercice relevant du théâtre. Hein. C'est grande cérémonie en grand amphi, avec une durée, ça dure, en histoire, ma soutenance de thèse a bien duré 4 heures, enfin, je veux dire, avec un jury qui vous met la question et quel vous dialoguez, et un grand public, et un public, c'était l'amphi Henri C, il y avait 300 personnes, donc, ce qui est stimulant à bien des égards. Donc, il y a cela. Et puis, bon, cette thèse, l'objectif dans nos disciplines, c'est d'essayer de la publier. J'ai eu la chance de pouvoir la publier très vite parce que, y compris, j'ai trouvé un appui à Saint-Malo. Et donc, j'ai pu publier ma thèse pratiquement dans la foulée, dans moins d'1 an. Et donc, alors, une thèse qui était d'État à l'époque, c'était un volume très important, mais qui a pu être publié dans des conditions tout à fait excellentes. Et donc, ça permet de diffuser votre travail. Alors, ceci étant, ça, c'est un livre majeur. Il y en aura d'autres de différentes manières. Y compris en histoire, on a la chance qu'il y ait une très forte demande sociale par rapport à ce que nous faisons. Notamment dans le thème sur lequel j'étais, la demande sociale est presque trop forte. L'histoire maritime, l'histoire d'une cité qui est la plus célèbre de France sans doute, comme cité maritime qui est Saint-Malo, je suis tout le temps sollicité pour publier telle chose, pour intervenir à la radio, intervenir à la télé. Enfin, j'ai des émissions de télé, j'en ai eu 2 l'an dernier. Enfin bref, je dirais que le passage au grand public est constamment naturel. Sollicité. Enfin, il est naturel. Il n'est pas si simple que ça, parce que là, le grand problème, c'est de trouver des formes adaptées d'abord, un langage adapté. Vous ne parlez plus au même public qu'à votre jury de thèse, et puis en même temps de faire attention à ne pas dériver. Et notamment dans un cas comme Saint-Malo, je suis constamment sur la ligne de crête parce que je dirais la bataille là de l'historien, c'est de résister au sens de la pente, c'est de résister à ce qui est une vision folklorique, héroïsante, cliché de l'histoire d'un pôle comme Saint-Malo. Mais ça pourrait être vrai à La Rochelle ou ailleurs, ou inversement à Nantes en version noire. Enfin, je veux dire, c'est constamment, vous devez
lutter pour imposer une version objectivée, je dis pas objective à 100%, objectivée de ce que fut la réalité de l'activité maritime d'une cité, comme Saint-Malo, comme Nantes ou comme La Rochelle, à un moment donné, avec les idées toutes faites que les gens ont, ou celles qu'ils souhaitent que vous mettiez en avant. Et là, c'est une bataille de tous les instants, je vous le dis. Alors, il peut pas y avoir de légende dans l'histoire, Alors, il y a une légende qui est produite par la société locale et par toute une série de gens, bien sûr. Je suis constamment en train de me battre contre le mythe qui a été construit dès le début du 19e siècle à Saint-Malo. Il y a un roman urbain, avec un côté mythologique, une vision héroïsante des grands hommes, etc., privilégiant certaines formes d'action, certains personnages. L'histoire de Saint-Malo, c'est l'histoire des grands hommes. Il y a d'ailleurs eu une galerie dans l'hôtel de ville, ça a été détruit en 1944 par l'incendie, mais où il y avait une salle des grands hommes avec des portraits d'un certain nombre de personnalités qui étaient à la fois des marins, Jacques Cartier du Guestroin, des écrivains, des scientifiques comme Maupertuis quand même, etc. C'était la vision des grands hommes. Sauf que, comme je le dis souvent au Malouin, c'est une histoire de Saint-Malo où, comme par hasard, ceux qui ne sont pas là, ce sont ceux qui ont mis en mouvement toute cette activité, c'est-à-dire les grands entrepreneurs, les négociants. C'est comme si on écrivait l'histoire de Détroit sans parler d'Henry Ford, mais qu'on parlait de l'histoire des coureurs automobiles. C'est exactement ça. Du Guestroin, c'est un coureur automobile, mais qui était ses armateurs, y compris son frère d'ailleurs. On en parle guère, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc le travail d'un historien, au sens scientifique du terme, est de tenter de résister à cette vision folklorisante, héroïsante, replacer tout le monde au cliché pour rétablir la vérité des prix, si je puis dire. Ce qui est un combat de tous les instants, d'autant que la recherche peut évoluer là-dessus. Voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 4e et dernière séquence de ce premier voyage extraordinaire dans la science. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bonjour André. Bonjour. Donc je rappelle que Jean-Louis Coatrigueux et moi sommes avec André l'Espagnol, historien, professeur émérite à... Honoraire. Hein. Et après avoir évoqué votre cheminement qui a été somme toute assez rectiligne. Jusqu'à un moment où en fait, à partir de 1991, j'ai quand même obliqué, tout en restant à l'université, vers d'autres fonctions qui étaient possibles pour un universitaire, puisque je suis devenu président d'université pendant 5 ans, et que ensuite, après être revenu à mon métier d'enseignant-chercheur en 96-98, j'accepterai d'assumer des fonctions de recteur d'académie hors de Bretagne, pendant 5 ans aussi. Et donc, bien évidemment, pendant toute cette période, mon activité de recherche va être réduite dans des proportions très considérables. Sans que je coupe complètement le lien, il y aura bien évidemment, je dirais, un affaiblissement de ma capacité à faire de la recherche. On y reviendra peut-être encore un petit peu pour ajouter peut-être quelque chose à cette trajectoire. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce que représente l'histoire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle doit représenter encore dans un monde qui est un monde qui vit en accéléré d'une certaine manière? Oui. On a l'impression que hier c'était, on a parlé de quelques siècles passés là. Oui. C'était un grand hier. Mais je crois que plutôt avec un hier très justement, proche. L'histoire doit rappeler à des hommes qui vivent dans une société où tout s'accélère, qui semblent vivre dans le temps présent, qui a aussi un temps long. Et que de ce temps long, les sociétés humaines dépendent fortement. J'évoquais à travers ma recherche la question de la mondialisation. Quand on est un contemporain qui vit seulement dans le monde présent, on a l'impression que ça a commencé avant-hier. Alors que une partie de mon travail est dessus. Beaucoup de générations d'historiens ont montré que ça a commencé bien avant et qu'il y a eu plusieurs phases d'ailleurs, au moins depuis le XVIe siècle. Et peut-être pour certaines aires culturelles autrement. Ou d'autre part que des réalités majeures du monde dans lequel on arrive, mettons l'émergence de la Chine, où notre président est actuellement en visite officielle. La Chine, c'est plusieurs millénaires d'histoire. Et que la Chine, redevenant la première puissance démographique et économique du monde, c'est tout simplement le retour à une réalité d'avant 1800. Ça n'a rien d'un phénomène incongru, c'était déjà le cas au XVIe, XVIIe siècle ou au IXe, Xe siècle. Donc le temps long doit nous aider à penser les choses, ou inversement,
inversement ou plutôt de manière complémentaire, à lire le journal, je lisais la semaine dernière ou il y a 10 jours, que des archéologues, c'est une autre version du métier d'historien, qui travaille avec d'autres méthodes et d'autres sources, en creusant le sol de manière très méthodique, des archéologues venaient de trouver des statues gauloises à Trémuson, près de Saint-Brieuc, nous rappelant effectivement, là aussi, un temps long et des racines qui méritent d'être étudiées de près. Donc c'est ça que l'histoire doit pouvoir rapporter aux hommes contemporains, qu'ils prennent en compte cette dimension du temps, qu'ils prennent en compte aussi que les choses évoluent. L'histoire, ça n'est pas la continuité, même s'il y a des phénomènes qui sont relativement permanents. L'histoire, c'est aussi un mouvement perpétuel de nos sociétés dans lequel nous sommes. À condition que, je dirais, c'est pas parce que le monde accélère qu'on doit penser trop vite. Et beaucoup de gens ont tendance à penser trop vite, y compris des pseudo-historiens qui se prétendent tels. Alors, on est quand même dans un monde qui a beaucoup changé en l'espace de 10 ou 15 ans. Bien sûr. Je pense évidemment à toute la société numérique dans laquelle on baigne maintenant. Il y a des ruptures technologiques, il y en a déjà eu, mais il y en a une importante. Qui ont un impact aussi. J'ai travaillé aussi un peu sur la révolution industrielle début 19e. C'était une rupture technologique, économique, sociale. Nous sommes aussi actuellement dans une autre rupture technologique majeure. En quoi elle impacte l'histoire, à la fois dans la méthode, mais aussi dans la vision ou dans la compréhension qu'on a de l'histoire? Alors, je dirais, ce dernier point, je terminerai peut-être là-dessus. D'abord, dans le travail de l'historien, je dirais que la révolution, moi je suis d'avant, bien évidemment, la révolution informatique en tant que chercheur. Je faisais mes fiches à la main. Mais justement, elle apporte des outils tout à fait précieux. Quand vous travaillez sur des sources, y compris, vous pouvez enregistrer d'emblée, les classer, les traiter, les trier sur ordinateur. Je vois un certain nombre de jeunes ou moins jeunes historiens qui viennent avec leur ordinateur, ils ne notent plus rien à la main. Et s'ils ont fait avant un travail quand même de méthode. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils veulent classer, trier, etc. Il y a là un facteur majeur d'accélération. Et puis, notamment, quand on constitue des corpus, c'est le cas aussi des archéologues, par exemple, des corpus de données ou de matériaux, on peut, avec un ordinateur, les traiter de manière systématique, d'ailleurs, je dirais, à demeure, de manière peut-être reposée, pour vraiment analyser les choses de manière tout à fait fouillée. Je crois que ça permet effectivement des avancées et de faciliter la recherche, de même que l'appui sur l'ordinateur, ça permet aussi, Internet, ça permet évidemment de consulter tous les travaux qui simultanément se font à travers le monde, en termes de recherche bibliographique pour tous les chercheurs, mais pour les historiens c'est très précieux, c'est évidemment essentiel, c'est y compris la possibilité de transférer chez soi des documents qui sont à l'autre bout de la planète, donc là, c'est sûr que c'est un plus. J'ajouterai quand même un point très important quant à la civilisation numérique. Par certains côtés aussi, elle menace l'histoire contemporaine. À partir du moment où une grande partie du travail des historiens, pas tout, je parlais des archéologues, mais une grande partie du travail des historiens s'est appuyée sur des documents qui sont des documents écrits sur des formes variées. Alors, ça va des papyrus égyptiens au parchemin et au papier, mais des documents écrits qui se conservent sur des milliers d'années, y compris les tablettes cunéiformes dans la terre des Sumériens sont conservées jusqu'à nous. Or, nous sommes en train de passer depuis 15-20 ans à l'ère du document numérisé, avec sur des supports, avec des technologies qui bougent sans cesse. Et une des interrogations, je suis pas un spécialiste de la question, mais une des interrogations des historiens, notamment de l'époque contemporaine, c'est de dire où vont être les sources dans 20 ans. Et quelles seront-elles? Quelles seront-elles? Et donc, avec quoi les historiens vont-ils travailler? Et donc là, je crois qu'il y a une inquiétude, je dirais, métaphysique profonde des historiens, et c'est normal qu'il l'ait, sur que vont devenir les sources. Car nous ne faisons pas, nous, d'histoire sans source. Il faut qu'il y ait des bases documentaires diverses. Je dis, ça peut être des sources matérielles. Les archéologues travaillent sur des fondations de bâtiments, des bouts de statues, des tessons de poterie, etc. Mais la plupart des historiens, depuis l'époque antique jusqu'à aujourd'hui, travaillaient sur des sources qui sont des sources écrites. Et donc là, nous avons effectivement des inquiétudes sérieuses. Mais toutes ces archives à terme seront numérisées. Alors oui, les archives qui étaient sur base écrite, enfin je dirais depuis le cunéiforme jusqu'au journal du XXe siècle, on les numérise. Le problème, c'est ce qui est numérisé, on va le conserver comment? On va le conserver où? Avec quel support, quelle technologie? Depuis 20 ans, tout ça constamment a déjà changé plusieurs fois.
Hein. Y compris, je pensais par exemple à une autre source qui est l'image, le problème de la conservation des images. Tous ceux qui travaillent dans la télé, le cinéma le savent, mais ça vaut pour le son également, pour la radio. Ces données-là, comment va-t-on les conserver et avec quelle fiabilité ? Avec quelle fiabilité, y compris par rapport aux possibilités de la manipuler. C'est pas nouveau, ça. Je dirais la manipulation de l'image, depuis les régimes totalitaires des années 30, on sait faire. On peut développer des fake news à partir d'enregistrements divers et variés aujourd'hui. Donc là, il y a un certain nombre de menaces par rapport à la réalité, même de ce que c'est que le travail historique. Là. Oui, justement, là, on parle... Tout à fait. Travail très contemporain. Ouais. Mais on entre aussi dans un monde où on peut falsifier tout un tas de documents, bien sûr. Alors, les sources traditionnelles, beaucoup moins. C'est plus difficile de trafiquer un parchemin égyptien, un papyrus égyptien. Oui, peut-être. On remonte à ça, mais dans les courriers, oui, enfin, je pense que dans le passé, ça existait. Oui, ça s'est fait, mais enfin, il y a des méthodes critiques permettant quand même d'authentifier les choses. Hein. Et je pense que les évolutions technologiques en cours rendent plus incertains ces phénomènes d'identification de ce qui est un document vrai, de ce qui est un document falsifié, je pense. Alors, pour peut-être aussi nous tourner un peu vers le futur, là. Que pourrait-on dire aux jeunes qui peuvent se passionner pour l'histoire, d'autres domaines qui touchent aux sciences sociales? Oui. Est-ce qu'on leur dirait la passion, on peut la trouver, mais on peut trouver aussi des métiers, on peut trouver aussi... Bien sûr, alors de la passion toujours, je pense qu'il y a toujours beaucoup de jeunes qui souhaitent, je crois que c'est vrai chez les ados, comprendre le monde dans lequel ils vivent et ils vont vivre. Et donc l'histoire, les sciences sociales, ça fait partie des disciplines qui peuvent, non pas leur donner des solutions clés en main, mais les aider à comprendre le monde dans lequel ils sont et comment il évolue, et d'où ils viennent. On parle des problèmes d'identité, enfin je dirais, l'histoire, bien évidemment, est au cœur de cela. Si elle reste fidèle à sa méthode critique, à son recul nécessaire, à son devoir d'objectivation, pas d'objectivité absolue, mais donc elle peut apporter des éléments. Donc, et par ailleurs, travailler dans certains types d'archives, c'est vrai aussi bien pour des apprentis archéologues qui travaillaient sur les fouilles du côté de la place Sainte-Anne que pour ceux qui découvrent dans un journal de voyage les aventures extraordinaires d'un équipage dans le Pacifique Sud au XVIIIe siècle. Il y a des choses tout à fait passionnantes à découvrir, ou dans un procès, par exemple, au XIXe, des aventures tout à fait extraordinaires qui se passaient dans nos campagnes. Je veux dire, c'est tout cela. L'histoire vous met au contact de l'humain très directement. Donc, question passion, je pense que le moteur est toujours là. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Alors après, l'histoire, pourquoi faire ? Alors, oui, qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune, par exemple, qui se dit « Oh, moi, j'irais bien en fac d'histoire ». Je crois d'abord que ça attire toujours. Oui. Et je crois que ça attire à juste titre, à condition de se dire que il s'agit d'une formation impliquant un effort intellectuel, y compris d'ailleurs lire, puis aussi assimiler un certain nombre de techniques pour travailler sur des documents, qu'ils soient d'ailleurs de nature variée, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis évidemment une capacité de synthèse. C'est-à-dire, je crois que ça c'est très important. Donc l'histoire, oui, comme discipline attire. Pour aller vers où ? Alors, il y a les métiers traditionnels, tout le monde sait. L'enseignement en est un, bien sûr, mais c'est classique. D'autres se sont développés, par exemple, avec l'archéologie préventive telle que la dirige l'ENRAP. Un certain nombre d'archéologues ont trouvé plus de travail dans les années précédentes que c'était le cas il y a 20 ans. Hein. Alors ça, c'est pas illimité. À quoi ça correspond ? Alors, c'est-à-dire que depuis une loi qui date il y a à peu près une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, désormais, dès qu'un chantier important est ouvert quelque part en France, c'est une particularité française, que ce soit en ville ou à la campagne, il y a nécessairement des repérages pour voir s'il n'y a pas de traces archéologiques. Et si on en trouve, il y a un temps de fouille qui peut durer plusieurs mois si le site apparaît intéressant. C'est ce qui s'est passé à Rennes avec les travaux du métro. Vous avez bien vu ça. Mais c'est ce qui se passe aussi à la campagne. On veut étendre un centre commercial, ouvrir une 4 voies. Il va y avoir de l'archéologie préventive et l'Institut qui gère cela a recruté des jeunes. Effectivement, il y a du monde là-dedans. Alors, c'est pas illimité. Hein. C'est pas le paradis et c'est pas la panacée d'aller vers l'archéologie. Mais plus qu'il y a 50 ans, je dirais, il y a eu de l'emploi là. Puis par ailleurs, l'histoire est une discipline qui ouvre à une connaissance, une compréhension du monde contemporain qui peut aller vers beaucoup de métiers. Alors, le métier de journaliste. Alors, bien sûr, il faut d'autres disciplines avec. C'est pas l'histoire toute seule, mais l'histoire avec d'autres disciplines de sciences sociales ou de communication
vers les métiers du journalisme, qu'ils soient écrits, audiovisuel, multimédia, bien évidemment. Mais c'est aussi une approche qui vous permet d'aller vers les métiers du secteur, je dirais, public. Les concours administratifs de l'État. Et puis, les historiens, comme les géographes d'ailleurs, ont beaucoup alimenté les personnels qui travaillent dans les collectivités territoriales. Alors, pour des géographes sociaux, la géoaménagement. Je parlais des sciences sociales plus largement que de l'histoire. Pour des historiens qui se sont retrouvés dans des métiers de gestion, direction de patrimoine, ou tourisme dans les collectivités territoriales, etc. Donc, l'histoire, de ce point de vue-là, à condition de la resituer souvent, d'ailleurs, comme une science sociale devant travailler avec d'autres. Donc c'est l'histoire plus un certain nombre de choses, souvent. Sauf si, même si vous voulez être enseignant en France en histoire, vous faites histoire et géographie. C'est les deux. Oui. Et il faut aimer les deux. Il faut travailler les deux. Et donc, vous voulez être journaliste, il faut faire de l'histoire, oui, il faut faire des sciences politiques, il faut faire d'autres disciplines éventuellement. Si vous voulez être journaliste économique, il faut travailler sur la communication, etc. Si vous voulez faire des concours administratifs, de même. Donc, c'est histoire et sciences sociales et un certain nombre d'outils, dont bien sûr l'outil informatique qui est désormais nécessaire pour tout le monde, y compris les historiens. Donc, beaucoup de débouchés, finalement. Je pense qu'il y a... Alors, ne peignons pas la réalité trop en rose. Non, mais il y a des débouchés. Ça n'est pas une impasse. Au contraire, je crois qu'il y a des perspectives pour ceux qui aiment l'histoire, ceux qui veulent en faire leur discipline intellectuelle de formation et qui veulent en faire leur métier, en tout cas un élément de leur métier. Pas forcément comme historien pur, mais comme gens, je dirais, ayant l'histoire comme un élément clé de leur bagage intellectuel. Alors, on n'a pas parlé peut-être d'un Ce volet. sera la dernière question, Jean-Louis. L'histoire, c'est une histoire nationale, c'est une histoire du monde. Est-ce que les historiens se parlent? Alors, l'histoire, souvent, elle travaille sur des cas locaux. On peut faire de l'histoire locale. Ceci étant, mais c'est ce que j'ai fait moi-même, je dirais, on doit resituer, de toute façon, toute histoire, qu'elle soit locale, régionale, nationale, dans un ensemble plus vaste. Moi-même, j'ai été amené à travailler sur un élément d'une histoire qui était mondiale. C'est Patrick Boucheron qui il y a 2 ans, je crois, dirigé un grand ouvrage sur, je dirais, une histoire mondiale de la France. Je crois, ça ne veut pas dire que tout est noyé dans tout, mais ça veut dire qu'il faut constamment avoir à l'esprit que notre histoire, même locale, même nationale, doit se resituer dans un ensemble qui est celui de l'histoire de la planète. Je dirais l'histoire mondiale, mais y compris l'histoire des hommes dans une planète qui elle-même a une histoire. Voilà, eh bien, merci beaucoup André. Donc, merci beaucoup. André L'Espagnol, historien qui Absolument. Est notre premier invité à l'être, et qui continue à l'être. Un rythme modéré, mais voilà. On l'est pour toujours. Oui. Donc, vous avez été le premier invité de notre nouvelle série d'émissions. Et je suis très honoré d'avoir inauguré cette série. Voilà, et je crois que ça va nous servir de modèle pour la suite. Exactement. C'était quelque chose de très important. Merci André, et puis merci de m'avoir donné aussi l'occasion de travailler avec toi quelques années. Absolument, dans l'autre volet de mon parcours, à travers notamment l'organisation ou l'essai d'organisation de la recherche à l'échelle régionale. Et merci à nos auditrices et à nos auditeurs. Nous nous retrouverons prochainement avec un autre scientifique. On verra, on a plusieurs pistes. Manquez pas de bons candidats. Non. Voilà. Au revoir à tous et à une prochaine émission. Au revoir, merci. Au revoir.